Bonjour, allô. Avez-vous déjà entendu parler de cette initiative unique qu'est le livre d'histoire européenne? Combien de fois, en étudiant les guerres ou la signature de traités internationaux, vous est-il arrivé de vous demander comment cet événement était expliqué du point de vue de l'autre pays? Vous avez certainement déjà constaté que les fêtes nationales ou le souvenir de grandes victoires apparaissent soudain sous un autre jour dans les conversations de personnes originaires du pays vaincu. Nous adoptons souvent un point de vue historique qui peut sembler blessant pour une personne d'une autre nation. Les partis politiques exploitent souvent la fierté nationale à leur propre fin et présentent une image déformée de l'histoire. Ce livre vise précisément à briser les préjugés figés d'une nation envers un autre pays. Les 15 auteurs de 13 pays, dont 2 d'Allemagne et 2 de Pologne, relèvent ce défi. Il veut raconter l'histoire de l'Europe depuis son peuplement jusqu'à la fin de la guerre froide. L'esprit européen doit être au cœur de tous les chapitres. Cela est déjà souligné dans les premiers chapitres qui décrivent la diversité linguistique, la civilisation européenne avec ses nombreuses cultures et les peuples convertis au christianisme, ainsi que dans les derniers chapitres qui traitent des institutions et des organes de l'Union européenne dans leur centre. La monumentalité de l'entreprise est particulièrement appréciée par ceux qui ont grandi dans un pays multiethnique. Les manuels scolaires ne présentaient toujours qu'une seule version de l'histoire du pays, une version dont le point de vue semblait inacceptable pour beaucoup. Bien que ce livre ait tenté de raconter une version de l'histoire de l'Europe qui semble acceptable pour tous les États membres de l'Union européenne, nous pouvons voir à travers les thèmes abordés que les principaux acteurs sont l'Allemagne et la France. D'autres pays s'y ajoutent régulièrement, mais ils n'apparaissent même pas dans les projecteurs, pas même pour un épisode. Dans ce contexte, il était donc très intéressant de voir quel point de vue prévaut lors d'événements marquants sur la scène européenne. Pour commencer par la Révolution française et ses conséquences, il était immédiatement évident qu'aucun manuel français ne pouvait présenter ces 5 années de manière aussi concise que ce que l'on pouvait lire ici, tout en ayant un impact aussi clair sur les autres pays européens. À la fin du chapitre, on trouve même un résumé des différentes perceptions de la Révolution et de l'époque napoléonienne en France et dans les autres pays européens. Alors que les Français considéraient que l'empereur avait trahi les idéaux de liberté de la Révolution, les monarques européens voyaient en lui un fils de la Révolution. Aujourd'hui, les pays européens s'accordent encore à dire que Napoléon a ancré une stabilité intérieure dans le pays. En ce qui concerne les guerres de conquête ou les guerres de libération de la seconde moitié du XIXe siècle, ni la volonté d'expansion de la Prusse sous Bismarck, ni les glorieuses victoires de Napoléon ne sont traitées avec enthousiasme et en détail. Même les luttes pour la liberté des Lombards ou des Hongrois trouvent leur place. Le chapitre reste aussi neutre et concis que possible en se concentrant sur les faits. Même la proclamation de l'Empire allemand en 1871 dans la Galerie des Glaces de Versailles n'est pas mentionnée.
Cela, beau tableau rappelle ce moment important de l'histoire prussienne qui fut en même temps le point le plus bas de l'histoire française. Là, de la fin du 19e siècle n'est abordé que très brièvement, l'accent étant plutôt mis sur les artistes français. Parmi les romantiques, Victor Hugo et George Sand sont mis en avant. Parmi les réalistes, Balzac et Flaubert. Et en ce qui concerne le réalisme psychologique, outre Zola, déjà les noms de Strindberg et Ibsen apparaissent également. Bien sûr, les impressionnistes tels que Paul Cézanne, Vincent Van Gogh ou Paul Gauguin ne manquent pas à l'appel. Il est intéressant de noter que la photographie n'est mentionnée que comme une invention de Niepce, Talbot et Daguerre, mais aucun autre photographe n'est cité. Le traité de Versailles a été traité avec beaucoup de tact et cette fois-ci, un peu plus de place a été accordée à la réorganisation de l'Autriche-Hongroise ou de la Yougoslavie qui était également en état multiethnique avec les Slovènes, les Croates, les Serbes, les Bosniaques, les Macédoniens, les Albanais et les Italiens. La culture de l'entre-deux-guerres n'est à nouveau abordée que de manière rudimentaire. Les images ne servant pas d'illustration du texte, mais remplaçant celui-ci. Il semble évident que certains événements pour lesquels il n'y avait plus de place dans l'ouvrage sont représentés par une image. Ainsi, dans ce chapitre, nous voyons une photo de Bauhaus, de la culture jazz et les revues avec au centre Josephine Baker. C'est dans l'après-guerre que l'on trouve le plus grand nombre d'événements. Les auteurs racontent de manière très cohérente en premier lieu les événements qui concernent plusieurs pays européens. Nous pouvons ainsi lire comment la communauté européenne de défense, CED, a vu le jour en 1952, bien qu'elle ait été dissoute dès 1954 à l'initiative de la France. En revanche, ni la création de la République fédérale et de la RDA, pas même avec une photo, ni la construction du mur de Berlin ne sont mentionnés. L'année 1956 est marquée par la crise de Suez et le rôle des troupes franco-britanniques, et ce n'est que dans le chapitre suivant, dans le cas du 20e congrès du PCUS, que le soulèvement hongrois est rappelé avec une photo. Nous découvrons bien sûr les traités de Rome de 1957, la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, et dans le dernier chapitre, la réunification de l'Allemagne dans le contexte de la fin de la guerre froide en Europe, ainsi que l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est. Le livre d'histoire se termine par quelques projets européens représentatifs tels que le concours Eurovision de la chanson, les capitales européennes, le projet de Bologne dans l'enseignement supérieur et l'euro. Dans les dernières pages, nous découvrons les projets d'avenir auxquels l'Union européenne accorde une grande importance, tels que le changement climatique ou les nouvelles technologies permettant de produire de l'énergie propre. Les auteurs ont certainement eu des discussions passionnantes lors de la rédaction des différents chapitres. Le résultat que nous avons entre les mains est un livre d'histoire très accessible, dans lequel les événements historiques sont toujours abordés dans un contexte supranational et européen. Le livre a d'abord été publié en français par les éditions Hachette sous le titre Histoire de l'Europe,
puis en allemand par les éditions Klett-Cotta. Cette édition a été publiée par le Centre fédéral pour l'éducation politique, BPB, quelques années celle de Klett-Cotta. Pour ceux qui ne connaissent pas la BPB, les livres sont sélectionnés sur le marché allemand du livre et publiés à un prix très bas, entre 2 et 6 euros environ. Bien sûr, seulement lorsque le livre n'est plus disponible sur le marché afin de ne pas ruiner l'auteur, mais au contraire de donner une nouvelle chance à son livre auprès d'un public qui ne pourrait pas l'acheter au prix élevé du marché. Je vous recommande donc de parcourir régulièrement le catalogue de la BPB lorsque vous en avez l'occasion et je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture du livre d'histoire européenne.